S'il fallait décrire l'IA en un seul mot, pour vous, ce serait lequel? Attends. Attendez. Laissez-moi d'abord développer le sujet et peut-être à la fin, vous aurez une meilleure idée de ce que vous voulez mettre en commentaire. Nous sommes d'accord que le monde est en train de changer et nos métiers aussi sont en train de changer. Ce qu'on faisait il y a 20 ans, c'est pas la même chose qu'on fait aujourd'hui. Surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Elle nous entoure, elle nous aide dans nos projets, elle nous inspire. Elle m'a même aidé à écrire ce projet. C'est moi qui ai eu l'idée. Elle m'a seulement aidé. Voilà, c'est dit. Vous allez faire quoi? Je m'appelle Cédric Minko. Je crée des images pour vivre. Je suis créatif camerounais. Et dans mon métier de création visuelle et autres, il faut parfois être original et rapide. Et l'autre jour, mon collaborateur, on était en brainstorming et mon collaborateur me dit, on n'était même pas en brainstorming, je crois qu'on tapait les divers sur des visuels ou un truc comme ça. Et il me dit, écoute, utilise l'IA, ce sera plus facile. Et sans vous mentir, cette phrase a allumé quelque chose en moi. Tu vois, il y a une question qui est venue dans ma tête. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est une innovation pour nous élever ou c'est le début d'une lente disparition de ce qui fait de nous des êtres humains? Je veux comprendre ce qu'il y a derrière ces images, ces vidéos, ces mots, ces calculs. On parle souvent de modèles, on parle souvent de machines intelligentes. Qui dit machine, selon moi, dit création, processus. Ok, comment elle fonctionne et elle vient d'où? Selon moi, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on parle de tout ce qui tourne autour de l'apprentissage automatique des machines, de nos machines. Comme un élève en classe peut apprendre de ce que son professeur est en train de lui dire, nos machines aussi prennent l'habitude d'apprendre de nos informations et derrière maintenant, elles commencent à nous proposer des services en fonction de ça. Quand un élève arrive par exemple en classe, je suppose un élève qui entre peut-être en classe de cours moyen 2, il y a un programme qui va être déroulé sur l'année. Donc, et le process c'est qu'il doit suivre ce programme-là. Et pour ceux qui regardent bien, le programme en fait a certains jalons. C'est-à-dire que pour apprendre cette leçon-ci-là, on doit avoir ce prérequis-ci-là. De la même façon, quand je veux faire apprendre mon IA, je dois lui donner ce qu'on appelle aujourd'hui un dataset. Ce que je dis en fait, tout ça là, ça conduit ce que moi j'appelle mon dataset. C'est que aujourd'hui, les paramètres que je vais donner à mon IA, c'est que déjà, tu as plusieurs formes qui sont là. Deuxième information, je donne les informations sur les couleurs. C'est-à-dire que tu auras des couleurs jaunes, tu auras des couleurs rouges. À chaque fois, moi, je voudrais que tu fasses des associations entre les rouges et les jaunes uniquement. Ça veut dire que on doit avoir la même forme et on doit aussi avoir les couleurs différentes. Mais ça doit être la même forme pour que tu les associes. Si c'est la même couleur, tu ne les associes pas. Il pas dans sa base de connaissances, il prend un élément que voici. Ensuite, il prend un deuxième élément. Peu importe l'élément, on sait que c'est un algorithme, donc il peut prendre le deuxième élément. Quand il va prendre le deuxième élément, il associe là. Normalement, c'est un élément qui est nécessaire pour pouvoir construire ma maison. Donc, il pourrait bien venir l'associer. Mais comme je lui ai donné une base d'instruction et je lui ai dit explicitement que tu dois associer uniquement les objets qui sont identiques. Ce que lui fait dans son analyse, c'est qu'il va rejeter celui-ci. Maintenant, il pioche cet élément-ci là. Ce qu'il fait, c'est qu'il a déjà deux éléments qu'il a placés sur sa dent pour construire sa tour. Il vient tester avec le premier, ça ne matche pas. Il vient tester avec le deuxième, ça match. Et là, il sait que voici, il y a un élément qui est validé. Et quand c'est validé, en fait, c'est parce que ça remplit les conditions que on lui a données dans le dataset. Moi, quand j'entre dans ce domaine-là, en 2023 principalement, j'ai une application qui s'appelle GPChat. Quand j'avais déjà on va dire, une base de connaissances qui était quand même assez complète, je me suis dit, OK, est-ce que derrière, je ne peux pas faire des services à valeur ajoutée? Donc, aujourd'hui, j'ai une IA qui est là, mais quel service je peux proposer aux gens pour pouvoir avoir quelque chose qu'ils vont utiliser au quotidien. C'est là que j'ai pensé à CV Genius. J'ai fait une petite application. Pour ceux qui ont vu les premières interfaces quand je publiais sur mes réseaux sociaux, ils ont vu à quoi ça ressemblait à l'époque. Après cette interview, je comprends que la machine ne peut pas encore raisonner comme un être humain. Tu vois?
elle a besoin d'une base de connaissances pour travailler. Finalement, la machine n'est peut-être que le reflet de ce qu'on lui donne. Quelque part, des hommes et des femmes nourrissent les algorithmes, certains par besoin, d'autres par passion. Mais toutes ces personnes offrent un morceau de leur savoir à ces machines qui n'oublient rien. Ça, je suis convaincu. Et chaque fois que je regarde une image créée par l'intelligence artificielle, j'ai un truc là qui me gêne. C'est comme si il y a une impression de déjà vu. Je ne peux pas m'empêcher de me poser une question. Attendez. Nous tous, nous avons vu comment le studio Ghibli a été recopié, volé, j'ai même envie de dire. Son style, en tout cas, a été recopié par tout le monde. Tout le monde a commencé à transformer sa photo avec le style du studio Ghibli. J'avoue, moi-même, je l'ai fait. C'est vrai, moi-même, je l'ai fait. J'ai fait avec des potes, on a mis dans un groupe, on a commencé à Yamo et tout. Mais on ne pouvait pas trop partager parce que il y avait une petite conscience là qui, on ne devait pas faire ça. Du coup, où s'arrête l'inspiration? Où commence le plagiat? Donc, voici alors ma question. Écoutez, voici ma question. Quand tu crées une œuvre, ou un visuel ou une vidéo, avec, ou grâce à la machine, à qui appartient l'œuvre? À la machine ou à toi qui as tapé le prompt? Déjà, il faut savoir que jusqu'à maintenant, les intelligences artificielles n'ont pas de personnalité juridique. Donc, elles ne sont pas reconnues juridiquement. C'est vrai qu'elles portent des noms, mais elles ne sont pas reconnues juridiquement. L'œuvre générée par une intelligence artificielle, en fait, tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. En fait, elle n'appartient à personne. Pour qu'elle commence à appartenir à quelqu'un, il faudrait qu'elle soit protégée. Mais la protection ne peut être qu'accordée s'il y a l'originalité. Sans originalité, l'œuvre peut être utilisée par tout le monde. Dans un premier temps, d'abord, il faudrait que chaque créateur protège. C'est d'abord là où vraiment la loi commence son travail, par la protection. L'artiste, pour protéger son œuvre, va se rapprocher de l'OAPI, s'il veut. Et l'OAPI, ça va agir vraiment de façon régionale. Maintenant, l'OAPI travaille avec l'OMPI, qui lui agit de façon internationale pour faciliter l'enregistrement de son œuvre. Si votre œuvre, c'est l'amélioration de quelque chose qui existe déjà, sauf si c'est dans un plan technique, en fait, vous pouvez pas être protégé. Maintenant, à la suite de quoi votre œuvre, on va faire des recherches et puis votre œuvre va acquérir une protection qui dure sur 10 et 50 ans. Après quoi, ça va tomber dans le domaine public et ça n'appartiendra ni à vous ni à personne. Ok, on doit protéger nos œuvres et nos travaux déjà pour respecter l'œuvre de l'esprit et un jour peut-être vivre de nos droits d'auteur. Après l'interview, étant moi-même créatif, artiste, humblement, je lui ai demandé comment est-ce qu'on peut protéger une œuvre. Et elle m'a... Il y a des gens qui parlent en fait. Il y a une moto qui passe. Et elle m'a dit d'aller à l'OAPI directement. Ou alors, de se rapprocher d'un mandataire. Le mandataire, en fait, lui, il va te débarrasser de tout ce qui est paperasse. Et toi, tu vas pouvoir te concentrer sur tes travaux, tu vois. Et le truc avec le mandataire, c'est que ça peut aller de... Ça peut coûter 200, 500, voire 1,5 million. Et peut-être plus, hein. Vraiment, ça peut même aller à 15 millions, 40 millions. Ça dépend de comment tu protèges tes travaux et ce que tu veux protéger. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ces services, vous pouvez nous écrire en DM sur nos différents comptes. Singerie Cameroun, sur Instagram et sur Facebook. On n'est pas ailleurs. On s'excuse. Il y a une question qui revient souvent dans les groupes de créatifs et d'artistes. En gros, est-ce que l'intégration de l'IA n'est-elle pas un danger pour notre métier?
Depuis un moment au Cameroun, sur les affiches publicitaires, on voit de plus en plus des personnages créés avec l'intelligence artificielle. Pour répondre à cette petite interrogation, je me suis tourné vers deux personnes qui sont dans le domaine de la publicité au Cameroun. Peut-être vous les connaissez, peut-être pas. Que ce soit dans la réflexion stratégique avec du brainstorming essentiellement pour me donner quelques bonnes idées que je vais développer après, que ce soit dans la partie création de contenu en termes de rédaction d'articles ou de production de contenu plus visuel, ou vidéo ou audio, quoi que ce soit. Ou alors que ce soit effectivement dans tout ce qui est planning, organisation de mon emploi du temps et puis d'autres tâches annexes qui me permettent d'être plus efficace. Elle ne remplace pas notre imagination, mais propose un chemin ou d'idées. Elle améliore notre façon de penser en nous proposant des pistes auxquelles on ne s'y attendait pas. Pour moi, la limite se trouve entre l'intention, la sensibilité et le choix. L'IA reste un outil qui propose ou qui génère des idées, des pensées, mais la décision reste à l'humain. Moi, ma limite, elle est là. Je ne peux pas utiliser un contenu généré par l'IA brut de fonderie. Moi, je suis de ceux qui pensent que la fonction est remplaçable. Aujourd'hui, on est créatif, demain, on peut être autre chose. Effectivement, notre personnalité, nos idées, nos émotions et comment est-ce qu'on les représente, l'IA ne peut pas dupliquer ça. Parce que ça demande d'avoir une sensibilité qui est de l'ordre de l'humain. L'enjeu ici est de ne pas avoir peur de l'IA, mais de l'intégrer dans un processus créatif ou un processus de génération d'idées ou d'évolution perpétuelle de notre entreprise ou de notre business, comme on dit ici localement. L'IA, en fait, n'efface pas la créativité. Au contraire, elle peut l'élargir. Elle ne sait pas rêver. Elle peut définir tes émotions, mais elle ne peut pas les ressentir. Nous, on crée, elle recrée. Le vrai enjeu, pour moi, le vrai enjeu, c'est nous. En réalité, l'IA n'est pas dangereuse parce qu'elle est intelligente, mais tout simplement parce qu'elle reflète nos excès, nos désirs d'aller plus vite. Le danger, selon moi, c'est de vouloir créer sans ressentir. Plus l'IA apprend, plus elle nous imite et plus elle nous influence. Alors notre équilibre devient fragile, presque difficile à saisir. Comment le créer? Par où commence-t-on? Pour répondre à cette question, j'ai regardé pas mal de documentaires, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu 1 ou 2 livres, mais sauf que c'était une documentation occidentale. J'avais l'impression que c'était hors de mon contexte et loin de ma réalité. Je me suis souvenu que je connais des grands frères dans ma réalité qui sont plutôt calés sur toutes ces questions d'authenticité, de culture et même de spiritualité. Et l'un de ces grands frères, c'est Max Bakop. Je suis sûr que vous le connaissez. Faites pas genre, vous le connaissez. Et le jour où on s'est vu, la première question qui est venue dans ma tête, simple, elle peut paraître simple pour beaucoup de personnes, mais elle est profonde pour moi. Je lui ai demandé, Max, c'est quoi l'originalité? Alors, pour moi, original, c'est quelque chose qui vient de soi, en fait. C'est quelque chose qui reste authentique, si je peux dire ça comme ça. Bon, maintenant, avec la venue de la mondialisation, d'Internet et tout ce qu'on peut imaginer, on a l'impression que tout est devenu facile. Et donc, moi, une petite chose, on est sur les réseaux, on est sur Internet, on est sur l'IA et machin truc. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on abrutit notre cerveau. Le cerveau se comporte un peu comme nous, les êtres humains. Si on doit le muscler, on doit le travailler. Et si à chaque fois on ne lui donne pas des exercices, on ne le fait pas un peu chauffer, ça donne tout ce que ça donne aujourd'hui. Et l'une des meilleures façons de pouvoir transmettre, de pouvoir réveiller cela, c'est d'amener les gens déjà dans un premier temps à lire. C'est très important. Il faut beaucoup lire. Il faut être curieux. Si par exemple on est photographe, c'est d'aller voir ce que les autres ont fait.
c'est de se documenter, de lire les biographies, les démarches artistiques, aller à la rencontre de ceux qui ont fait. L'émotion, la sensibilité, c'est ça qui fait notre particularité et c'est ça qui éveille une fois de plus le côté créatif et original en fait dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'il y a aussi un truc qu'on a tendance à oublier, nos racines, on vient d'où? Parce qu'une chose est sûre, quand on se perd, comment est-ce qu'on fait? On cherche à revenir sur nos pas. C'est ça en fait la clé de tout ce que nous faisons. Si à un certain moment on ne se rappelle pas que bon voilà, on est né quelque part, on a un cordon ombilical enterré quelque part et qu'on a nos traditions, qu'on a une vision, une autre façon d'appréhender la vie, de voir le monde et tout ça. Regardez les créations par exemple des Japonais, les animes. C'est purement de la culture et de la spiritualité japonaise. Donc pour moi, il est intéressant de se cultiver, d'essayer de rentrer dans qui nous sommes. Et de là va jaillir beaucoup de choses en fait. L'innovation c'est bien, mais qui nous sommes c'est mieux. Moi par exemple, je suis photographe. J'ai refusé volontairement d'apprendre à faire les retouches photos. Le genre à lisser la peau, c'est quelque chose que j'ai refusé d'apprendre catégoriquement. Pourquoi? Parce que dans ma démarche, si quelqu'un est tel qu'il est, la photo, elle restitue la réalité, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Du moment où je vais enlever, par exemple, les balafres ou bien les cicatrices, juste parce que la personne se sent moche avec, ça veut dire que la personne ne s'accepte pas. La personne refuse un pan de son histoire. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, du coup, à un certain moment, ça devient très compliqué. Et donc, moi, je suis resté dans cette ligne-là. Et heureusement, avec le temps, les gens ont commencé à accepter ça. L'innovation vient juste nous faciliter la tâche, vient nous aider dans le processus qu'on a déjà mis sur pied. Donc, ça nous permet d'aller un peu plus vite. Pour moi, c'est la meilleure façon de créer un équilibre, c'est d'être soi-même. En une phrase, d'après ce que j'ai compris, hein, pour créer l'équilibre, il faut être soi-même et ne pas oublier ses racines. Qu'on soit bien clair, hein, Max Bacob, ce n'est pas un rabat-joie. C'est juste quelqu'un qui pense que l'IA doit nous assister et rien d'autre. Ça, il faut aussi que les artistes sachent que l'IA va révolutionner la musique, est déjà en train de le faire. Donc, il y a déjà ça qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on est à l'ère de l'IA qui ne fait que commencer. Comme ça vient là, si on ne fait pas attention, j'ai l'impression que les Camerounais ne sont pas prêts pour cette affaire-là. Moi, j'ai été choisi de manière aléatoire par un algorithme de Google pour participer à une expérience. Ils voulaient mettre en place un logiciel qu'ils ont fini par mettre en place il y a quelques mois de création de la musique par l'intelligence artificielle. L'expérience que moi j'ai faite en manipulant les outils mis en place. Moi, j'ai pris une chanson d'Echo Roosevelt et... Non, j'ai pas pris une chanson. J'ai cité deux noms, Echo Roosevelt et un artiste urbain. Je crois que ça devait être Dynastie le Tigre. L'idée, c'était quoi? C'est de créer un duo en partant du background des deux artistes. Je te promets que ce qui en est sorti m'a fait peur. Ça devrait faire réfléchir beaucoup les artistes, les labels, etc. Il y a même des gens qui créent des artistes IA. Est-ce que demain, un label ne va pas se dire que vraiment vos artistes là même, ils dérangent trop? Pour entrer au studio, ils sont plus inspirés, trop de problèmes. Peut-être qu'un producteur va se dire que moi, j'avais fait ma chanteuse IA. Comme ça, pas de problème. Pas de problème de loyauté. Elle performe quand je lui dis de performer. Le clip est moins cher, mais oui. Ce que je veux par contre corriger, c'est... On dit bien intelligence artificielle. J'aime pas cette dénomination parce qu'elle ne restitue pas la vérité. Ce qui est intelligent pour moi procède d'un certain niveau de raisonnement. L'IA ne raisonne pas.
Il y a même une loi. Dans ceux qui fréquentent un peu les thèmes ésotériques, là, on va te dire que rien ne se crée, tout se transforme. Pour dire qu'en réalité, l'IA manipule des données à sa disposition pour restituer des choses qui existent déjà, mais dont on n'avait pas encore connaissance. C'est tout. C'est un peu une espèce de... Si tu as fait philo et que tu as entendu parler de Socrate, la maïétique, c'est-à-dire que tu as un savoir inné, mais lui, l'enseignant de philosophie, ne te dit pas ça. Il fait extraire ce savoir par toi-même, par certaines techniques, c'est tout. Donc tu vas chercher quelque chose que tu ne peux pas obtenir peut-être par toi-même, mais tu sais qu'en utilisant cet outil, tu vas extraire ça. Pour finir, je pense que l'IA, c'est une part évolutive de la société humaine à laquelle on ne peut pas échapper. Ok, nous devons accepter d'évoluer avec ces technologies. Mais qu'en est-il de nos données, de nos expériences, de nos histoires personnelles que nous partageons tous les jours avec ces modèles? Du coup, pour moi, la question de la sécurité et de la confiance se pose. Aujourd'hui, tu es capable de venir sur une conversation peut-être qu'il y a eu entre deux personnes isolées qui ne se connaissaient même pas. Tu demandes à Gros quel est le contexte de la situation. 8 fois sur 10, il est capable de te donner le contexte et ça fait peur en fait parce que là finalement, quel est le niveau de sécurité en fait qu'on a? Qu'est-ce qui nous garantit que les gars ne sont pas en train de lire nos informations, de voir nos informations et tout? Et c'est une question qui sera toujours légitime. Et c'est quelque chose que les développeurs, que ce soit les développeurs, que ce soit les utilisateurs, que ce soit les entreprises, doivent intégrer aujourd'hui, même quand ils sont en train de vouloir vendre une IA à une personne. Aujourd'hui, je ne peux pas mettre une application comme CV Genius devant sans avoir établi une politique de confidentialité, sans avoir mis une politique de sécurité derrière pour dire en fait à mes utilisateurs que je ne suis pas en train de prendre vos données pour partir entraîner tel modèle, pour partir revendre, pour partir et tout. C'est nécessaire en fait parce que non seulement ça te protège toi, mais ça protège aussi ton utilisateur. Parce que si demain, un utilisateur arrive à prouver que ce CV-ci, il avait obtenu ça que sur CV Genius et ça s'est retrouvé quelque part où ça ne devait pas se retrouver, il peut porter plainte et il aura totalement raison. Gardons l'esprit que l'IA ne possède pas de conscience. L'IA n'a pas d'éthique intrinsèque comme l'a l'humain. Déjà, aujourd'hui, je ne peux pas totalement faire confiance à un être humain. À plus forte raison, à une intelligence artificielle qui a été conçue par un être humain. Au début, je voulais comprendre la machine, l'intelligence artificielle et tout. Mais à la fin, elle m'a surtout aidé à comprendre l'être humain, à comprendre qui je suis. Hayao Miyazaki, cofondateur des studios Ghibli, avait lui-même dit, et je cite, « En aucun cas, je n'intégrerai cette technologie dans mon travail, car ce sera une insulte à la vie même. » Vous avez raison. Donnez-moi 10 minutes. Merci. Et qu'est-ce que c'est que ces nouvelles puces, monsieur? Ce sont des logiciels. C'est un côté dangereux de la recherche informatique. Dans quoi êtes-vous allé vous fourrer, monsieur? Je parle de IA, d'intelligence artificielle. Le chaînon manquant entre les ordinateurs et la pensée humaine. Vous voulez dire des machines qui pensent? Oui, et qui ont leur propre volonté. Elles peuvent analyser des données brutes 1 million de fois plus vite que nous. Être capables d'avoir des éclairs de génie qui ont fait nos plus grands cerveaux. On dirait que la race humaine risque de devenir inutile, à part les valets de chambre, bien sûr. Oui, bien sûr. S'il fallait décrire l'IA en un mot, ce serait lequel? Moi, je dirais... j'utiliserais le mot magique. Directement, je dirais puissant. En un mot, je dirais c'est un assistant. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est un super pouvoir. Et moi, quel est le mot que je vais mettre? Je ne sais même pas. Cédric Minko? Ouais. Tu flexes quand même. Hein. En tout cas, merci aux différents participants. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Mettez votre mot en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager. Non, je ne vais pas faire ça. Mais il faut quand même liker et partager. Je suis Cédric Minko, je crée des images pour vivre. Ciao, 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 ciao.